Lui, là, tu vas voir tes dossiers, tu vas avoir le deuxième. Tu as vu ce qu'il a fait, par exemple? Recording on this computer. Oui, oui. Tu demandes d'enregistrer sur le disque dur. Non. C'est juste après que tu as le download. Bonjour à vous tous. Les gens en présentiel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais un peu d'attention. Voilà. Je suis sûr qu'en virtuel, ils sont déjà tous là à attendre et on est un petit peu en retard. Donc là, vous voyez sur l'écran, en fait, et j'espère que vous le voyez aussi en... Ouais, on va faire le share screen pour qu'ils puissent le voir aussi en virtuel. Donc, c'est notre deuxième quiz et qui a rapport avec les sujets dont nous allons traiter dans cette deuxième partie. Et en lien avec la présentation du docteur Lemarié et de Marine Cornu. Donc, vous allez normalement, vous voyez, et en virtuel et en présentiel, le code QR. Donc, il y a une dizaine de questions. On va vous demander d'y répondre pendant, je vous laisse 5 minutes, puis ensuite, on va pouvoir analyser tout ça. Et ça va être une bonne indication au docteur Lemarié et à Marine sur la connaissance qu'on a sur leur sujet. Merci beaucoup. Ouais. On va partager les résultats, André. André, on partage les résultats. Oui. C'est ça qui est partagé. Bonjour. Bon, je pense qu'on a pas mal, tout le monde a répondu. Donc, on va regarder rapidement la réponse aux questions. La science permet la production de connaissances. Selon vous, est-ce que cette connaissance doit être validée par les pairs et peut être remise en cause? 100%. Bon, je pense que ça en dit beaucoup. Deuxième question. Pour être considéré comme scientifique,
Une hypothèse doit être réfutable. C'est ce qui distingue la science de la pseudoscience. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d'une hypothèse réfutable? Donc, on avait la première réponse, 88%. L'hypothèse peut être retenue ou invalidée par les observations découlant des expériences. Il y a 8%. Lors des expériences, il y a des contrôles. Donc, voilà. Et ne sait pas, et c'est trop petit pour qu'il y ait un pourcentage, donc c'est excellent. La communication est le processus qui permet de diffuser une information basée sur les faits. On a vu l'importance des communications lors de la pandémie de COVID-19. Quelles sont les caractéristiques d'une communication scientifique? Donc, à 76%, la communication rapporte des informations probantes, mais pas nécessairement des opinions. La deuxième, la communication comporte toujours des opinions et des recommandations, particulièrement, je n'ai pas toute la réponse là, lorsque les faits sont nouveaux, je pense. Et donc, c'est la deuxième. Le troisième en rouge, en temps de crise, comme celle de la COVID, toutes les informations et particulièrement les nouvelles se valent. Donc, je pense que le docteur Lemarie va nous tenir compte de ces réponses-là lors de sa présentation. Qu'est-ce qu'une revue en libre accès? À 97%, une revue dont les articles sont disponibles pour tous en ligne et les frais de publication payés par les auteurs. Et puis, il y a eu quelques réponses aussi. Une revue sans version papier des publications. Qu'est-ce qu'une revue prédatrice? On en a parlé ce matin, donc à 91%. Une revue en libre accès, sans revue par les pairs, non référencée. Et puis, il y a un petit peu de ne sais pas, mais c'est assez faible. Et puis, un petit peu de rouge, une revue où pour pouvoir y publier, les articles sont révisés, ah oui, par des examinateurs particulièrement sévères. J'aimais bien cette réponse-là. Donc, 6. Selon vous, au Canada, et là, on tombe sur un autre registre. Selon vous, au Canada, combien de gens admettent avoir été bernés au moins une fois par des fausses nouvelles sur Internet? Et donc, en général, en rouge, 50%. Donc, les gens croient qu'au moins 50% des gens ont été bernés au moins une fois. À peu près 30% ont été bernés 90 fois. Qui pensent que les gens, donc, combien de gens admettent avoir, donc c'est ça. Il y a 30% qui pensent que 90% des gens pensent avoir été bernés sur Internet. Combien de Canadiens paient pour avoir accès à de l'information en ligne? Donc, la grande majorité pense que c'est 13%, suivi de 27%. Et enfin, quel pourcentage de la population québécoise adhèrent à l'une ou l'autre des théories du complot? Donc, en rouge, on croit qu'il y a au moins 20% de la population québécoise qui adhère à la théorie des complots. Et on a un 17% qui pense que c'est 75% de la population. Et puis, un 20% qui dit qu'il y a 10% de la population à peu près qui adhère à la théorie du complot. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que Marine va nous dire à ce propos. Et donc, je pense qu'on va passer, on va arrêter de montrer ça. Et je pense qu'on va passer au docteur Lemarie qui va nous parler de son premier sujet. Bonjour, docteur Lemarie. Il fait oui, bonjour. Chez vous que chez nous, puisqu'on est en pleine tempête de neige, nous. Vous êtes en pleine tempête de neige. Écoutez, donc mon nom est Étienne Lemarié et je m'adresse à vous depuis la Martinique. Alors, j'ai plaisir à vous envoyer soleil et chaleur que nous allons partager pendant quelques 30 minutes. Alors, donc, nous allons parler de sciences, recherche et pseudosciences, d'information, communication, publication. Et je vois que d'après le quiz qui vient de passer, beaucoup de messages sont passés ce matin et donc on aura peut-être une vue un peu générale du problème. Alors, ce que je vous propose, c'est de traiter ce sujet avec Yves Tremblay qui doit être dans la salle. Je ne l'ai pas vu, mais il doit être là. De différencier science et recherche
pour identifier les dérives, 2, de différencier information, communication et publication, 3, de revenir sur les revues prédatrices et les pré-publications, et 4, de revenir sur la science ouverte dont on a déjà parlé. Alors, je vais peut-être mettre en plein écran, ce sera mieux. Voilà. Alors, science et recherche. Les choses sont assez simples. La science, c'est par définition une connaissance qui est acceptée, une certitude par son caractère par son caractère indiscutable, pardon, excusez-moi, ça a sauté alors que je voulais, par son caractère indiscutable et acceptée de façon universelle. La Terre est ronde, personne ne discute, mais encore, ce n'est pas si que ça. Pas pour les sites en tout cas. Par contre, la recherche, c'est non pas une connaissance acceptée, mais une production de connaissances. Et ça, c'est très important. Cette production de connaissances est validée par les pairs et peut être remise en cause. Or, nous avons vu à plusieurs reprises, enfin, tout au moins en France, et je pense qu'au Canada, ça a été la même chose, durant cette pandémie, il y a eu une grande confusion entre science et recherche. Comment se fait-il? Les scientifiques changent d'avis, etc. Maintenant, 2 mots qu'il nous faut définir, c'est celui de l'information et de la communication. L'information, par définition, c'est un contenu, c'est-à-dire des données sources, d'une part, et des opinions. C'est des données sources, c'est factuel. L'information de qualité repose sur des faits, des preuves validées, pas sur des oui-dire. Ce sont donc les données sources. Et bien entendu, il peut y avoir des opinions qui sont exprimées à partir de ces données sources. Là, on est dans le magazine d'information, dans un journal grand public, par exemple Le Monde chez nous que vous avez en photo ici. La communication, on peut dire autre chose. La communication, c'est un processus qui permet de diffuser une information, c'est-à-dire comment faire passer un message à un public cible. Et donc, bien entendu, il peut y avoir similitude entre les deux, c'est-à-dire une communication peut être basée sur des faits, des preuves validées, etc. Mais ça n'est pas obligatoire. Une simple communication ça peut être un message qui ne repose pas sur des faits, et c'est ça qui est tout le problème. Alors, on voit que ce problème, j'ai sorti cette diapositive, vous avez sûrement entendu parler du réseau qui vient de sortir aux États-Unis, qui a pour patron celui dont la mèche ressort à droite. Et ce site, The Truth Social, débute par cette phase: tout utilisateur pourra dire sa vérité. Tout utilisateur pourra dire sa vérité. Autrement dit, je dis la vérité et tout le monde peut dire sa vérité. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où je dis la vérité, eh bien, vous énoncez une contradiction. C'est-à-dire que le vrai, en réalité, c'est l'adéquation entre ce qui est et ce que l'on dit. Mais ça ne peut pas être à quelqu'un. La vérité ne m'appartient pas plus qu'à vous ou à d'autres. Cette vérité, elle nous appartient à tous, elle est partagée, mais elle n'est pas à moi. Pour dire le vrai, il faut accepter de se distancier de sa croyance et de ses intérêts, c'est fondamental. Alors, pour en venir à la publication scientifique, vous savez qu'il y a des règles. Un article comporte une introduction, matériel et méthode, et une discussion. Ce sont des choses que vous savez certainement tous. Mais la publication scientifique est actuellement dans un environnement très évolutif, un environnement compétitif, publish or perish, on en a parlé ce matin, un environnement inondé de publications. J'ai relevé dans PubMed, il y a une huitaine de jours, 225 000 publications sur le Covid depuis 2 ans. Il y a par ailleurs le problème des publications frauduleuses, c'est-à-dire des fausses données, des données inventées, ou même des peer reviews qui se font de façon de médiocre qualité ou trop rapide. Alors bien entendu, les 2 revues que je présente ici n'ont rien de publication frauduleuse,
mais il est arrivé dans le Lancet. Il y a eu 2 publications ces dernières années qui ont été rétractées parce que, manifestement, la revue avait été trop rapide. Et puis enfin, il y a le problème des revues prédatrices. Or, on estime à l'heure actuelle qu'il existe 3000 revues officielles dans le monde et 10 000 revues prédatrices ou trompeuses, c'est-à-dire 3 fois plus. Alors, ça pose le problème de transmettre la vérité des faits scientifiques. J'ai pris 2 phrases ici, l'une de Ernest Scheinweiss. Jamais il n'a été aussi difficile de transmettre la réalité, la vérité des faits scientifiques. Et une autre phrase d'Hervé Maisonneuve, qui fait partie de notre groupe de réflexion, qui écrivait il n'y a pas longtemps « La crise de la reproductibilité est très grave, résultat d'un modèle court et standardisé qui ne correspond plus à la complexité de la science. » C'est-à-dire que dans cette phrase, il remet un peu en cause le modèle classique de la publication. Eduardo Franco, que vous connaissez, il est de chez vous, il est de Montréal, écrivait il y a peu de temps « Une épidémie mondiale met la population en danger », avec une prolifération des publications plus ou moins sérieuses dans les CV. Et il citait l'exemple d'assistants étrangers qu'il devait recruter. Il disait « Mais je me trouve confronté à 300 publications, je suis incapable d'analyser ces CV, c'est devenu impossible. » Et il ajoutait « Pour la première fois dans l'histoire des sciences biomédicales, il se publie plus d'études déficientes ou même frauduleuses que de recherches sérieuses, d'où les chiffres 10 000 revues trompeuses, 3 000 revues officielles. » Vous voyez le problème que ça pose. Et Marc-Edouard et Roy ajoutent « Nous sommes dans un nouvel âge des ténèbres. Si une masse critique de chercheurs devenait indigne de confiance, on atteindrait le point de bascule où le travail scientifique lui-même serait corrompu et où le public perdrait confiance. » Et on peut ajouter que trop souvent, journalistes, politiciens et publics s'appuient sur des informations trompeuses. Alors, c'est pourquoi au sein du GRISOF, le groupe dont on fait partie avec Yves Tremblay, nous avons édité des plaquettes dont l'une s'appelle « Reconnaître les revues prédatrices ». Elle est à votre disposition, il suffira de la demander à Yves. Elles sont libres de disposition. La définition des revues prédatrices sont la suivante. Les revues et les éditeurs prédateurs sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'érudition et se caractérisent par des informations fausses ou trompeuses, un écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles et de publication, un manque de transparence et ou le recours à des pratiques de sollicitation agressive et sans discernement. Donc vous voyez que c'est une définition finalement assez longue. Et voilà le dos du flyer qui donne des conseils concernant des conseils pour éviter les revues prédatrices. Alors, comment identifier les revues prédatrices? On en a parlé ce matin, il y a plusieurs sites. Vous en avez 3 ici, notamment le Stop Predatory Journals qui recense toutes les revues prédatrices et qui n'est pas forcément tout à fait à jour. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser le DOAJ. Le DOAJ, c'est un répertoire en accès libre des revues à comité de lecture. Alors, il y a probablement des revues qui passent au travers des mailles du filet, mais c'est tout de même une sécurité. Vous tapez DOAJ et vous tapez la revue qui vous intéresse et immédiatement, vous savez si ce répertoire en accès libre contient votre revue et que cette revue est à comité de lecture. C'est quand même une sécurité. DOAJ. Or, la fraude scientifique, de façon plus générale, est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Alors, le principal coupable est le système de la recherche. Publier ou périr, c'est-à-dire plus privilégier la quantité plutôt que la qualité, la rapidité et moins de précautions. Alors, évidemment, on peut impliquer des indicateurs de mesure qui font appel au nombre d'articles, aux citations,
Et ces indicateurs conditionnent le montant des crédits de recherche, mais ça peut se faire aux dépens de la qualité et aussi aux dépens, ce qui apparaît de plus en plus, et je sais que au Québec, vous êtes particulièrement en avance dans ce domaine, c'est celui de la justification sociale, c'est-à-dire rétablir, l'objectif c'est de rétablir un contrat social entre la science et la société. Je fais de la recherche, quelle est la finalité de ma recherche? Est-ce que cette science joue un rôle et contribue au bien-être de la population? Je sais que ça fait partie de vos critères et à ma connaissance, vous êtes un des rares pays à utiliser ce type de critères. Un autre aspect, c'est celui des prépublications ou préprint. On en a parlé également ce matin. Un préprint, qu'est-ce que c'est? C'est un article non évalué ou non révisé qui peut être en cours de relecture par des pairs au sein d'une revue scientifique, mais n'a pas encore été évalué. Il peut être déposé sur une plateforme ou une archive dédiée et il contient des données originales de recherche, et ça c'est important, c'est-à-dire soit des comptes rendus de recherche, soit des articles originaux. Alors, ces plateformes, ces préprints ont un avantage, plusieurs avantages. Un, la diffusion rapide. Deux, l'incitation à réagir et commenter, puisque l'article n'a pas encore été publié, donc vous pouvez réagir. Cela permet aussi, et ce n'est pas négligeable, de reconnaître la paternité d'une recherche. Et il y a probablement certains d'entre vous qui ont eu de mauvaises surprises de ce genre, c'est-à-dire de présenter un début de leur travail dans un congrès sous forme de communication et de s'apercevoir que quelques mois plus tard, eh bien, quelqu'un a repris votre travail, l'a complété, a travaillé plus vite que vous et finalement le publie. Donc, ça permet de reconnaître la paternité d'une recherche, de documenter l'historique des idées développées, c'est-à-dire tout le cheminement depuis la première rédaction jusqu'à la rédaction finale. Cela permet transparence et suivi des discussions associées, de contribuer à la science ouverte et au partage. Et cette diffusion est gratuite pour l'auteur et un accès gratuit pour le lecteur. C'est donc, ça peut être considéré comme une valorisation des travaux pour les recrutements et les promotions. Ça, c'est vrai de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a vu quelle était la progression de votre travail. Alors, il y a plusieurs plateformes. Il y a celle-ci dont on a déjà parlé ce matin. Je signale au passage que j'ai cherché sur cette plateforme Covid-19 le nombre de préprints. Vous voyez qu'il y en a 22 202 en date enfin il y a une vingtaine de jours à peu près. Vous voyez le nombre que ça représente. Alors, qui dit préprint ne veut pas dire publication. Les risques, c'est qu'effectivement, sur des plateformes préprint, vous ayez des travaux de médiocre qualité ou des travaux partiels. Ces prépublications ne sont pas reconnues par de nombreux bailleurs. Et là, il y a un petit flou. Je sais qu'on en a discuté avec Yves Tremblay il n'y a pas très longtemps, parce que certains présentent les prépublications dans leurs titres et travaux. Il faut savoir que si vous avez déposé un article, un préprint sur une plateforme, l'auteur peut le soumettre ou non son manuscrit à une revue. Mais ce n'est pas parce que vous êtes sur une plateforme préprint que cet article est considéré comme un article publié. Donc, au total, il faut considérer la prépublication comme la première ébauche d'un article. Et il faut qu'elle soit déposée sur un serveur de confiance, de bien vérifier les politiques en matière de prépublication, et ça dépend des serveurs, et préparez-vous aux critiques, c'est-à-dire, bien entendu, votre article est exposé. Alors, ici, je vous montre une méta-analyse pour attirer votre attention sur le fait que beaucoup de méta-analyses à l'heure actuelle sont faites avec des articles en préprint. C'est-à-dire qu'on vous met tous les auteurs au bas de cette méta-analyse, mais si vous y regardez de plus près, eh bien, la moitié des publications, en fait, sont des préprints. Autrement dit, cette méta-analyse ne vaut rien. Ce n'est pas le cas de celle-ci parce qu'elle est dans l'American Journal of Therapeutics, qui est un journal tout à fait sérieux. Mais la première des règles devant une méta-analyse, c'est de regarder si les articles ne sont pas des préprints. Un autre aspect maintenant, c'est
Problème du plagiat. On en a aussi parlé, mais je vous incite à aller sur le site de Michel Bergada, qui est une juriste suisse, qui a développé un site et qui organise des congrès, une société qui s'appelle l'UNIGE. Et voici les 10 conséquences du comportement plagieur selon l'UNIGE. Le plagiat est un vol de la création originale. Les comportements plagieurs portent atteinte aux droits ultérieurs des auteurs de publier le résultat de leurs travaux. Le plagieur s'inscrit en faux vis-à-vis du droit fondamental du lecteur à accéder à l'origine des sources de la connaissance. Le plagieur vide le sens des œuvres produites. Le plagieur fraude le système. Le plagiat est la porte ouverte à d'autres déviances. Le plagiat produit suspicion et honte. Le plagieur porte atteinte à l'image de l'institution où il exerce. Le plagiat s'inscrit en faux dans le nouveau rôle des revues scientifiques et il induit des dommages collatéraux importants. Alors, la science ouverte maintenant. Vous voyez qu'on fait un survol un peu général. La science ouverte, la définition la plus simple, c'est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Ce n'est pas forcément la diffusion de tout, mais c'est dans la définition de la science ouverte, il y a les 3, résultats, méthodes et produits. La science ouverte s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données et aux méthodes de la recherche. Elle permet à la recherche financée sur fonds publics de conserver la maîtrise des résultats qu'elle produit. Elle construit un écosystème dans lequel la science est plus transparente puisqu'elle est accessible. Elle induit donc une démocratisation de l'accès au savoir, utile à l'enseignement, à la formation, à l'économie, aux politiques publiques, aux citoyens et à la société dans son ensemble, et constitue un levier pour l'intégrité scientifique et favorise la confiance des citoyens dans la science. Ce que je vous ai transcrit ici, ce sont les différents points du deuxième plan national pour la science ouverte 2021-2024 du ministère français de l'enseignement supérieur. Ce plan est strictement identique aux recommandations européennes et j'ai regardé les recommandations québécoises ou canadiennes, c'est québécois je crois, elles sont strictement identiques, c'est-à-dire qu'on est tous sur le même modèle, avec les mots-clés, diffusion, publication, accès aux données, aux méthodes, démocratisation de l'accès et intégrité scientifique. Le seul problème, c'est que quand vous allez dans le détail, eh bien, vous vous rendez compte que ce sont de beaux principes théoriques, mais qu'en pratique, c'est beaucoup moins évident. La science est un bien commun qui doit profiter à tous. La science on doit assurer l'accessibilité des produits de la science, c'est-à-dire des publications des données sources. La science ouverte constitue une nouvelle pratique éditoriale, un nouveau modèle économique, et je vous ai mis ici le document du Fonds de recherche du Québec en ce domaine. Et en bas, c'est le OSC qui est l'initiative européenne, mais encore une fois sur le même modèle. Alors, l'accès libre aux revues. Alors, on en a parlé également. Le modèle classique, vous savez que finalement, l'université ou l'organisme de recherche paie le chercheur. Le chercheur soumet un article et cette soumission est parfois payante, mais pas toujours, mais parfois payante, notamment pour les grandes revues. Et l'université paie un abonnement collectif. Ça, c'est le modèle classique. C'est-à-dire que finalement, on paie 2 fois, voire 3 fois. Dans le système auteur-payeur, l'université paie le chercheur, bien entendu. Le chercheur ou son organisme paie la publication entre 1 000 et 3 500 $ en moyenne. La revue, par contre, est en accès libre, ce qui est tout l'intérêt du système. Et l'université paie malgré tout, la plupart du temps, un abonnement collectif. Donc, ce système auteur-payeur est intéressant pour l'accès libre, mais dire qu'il est avantageux pour l'université ou l'organisme de recherche, c'est moins évident. L'évaluation classique, un article peut être accepté sans modification, avec modification ou rejeté. Les revues ont la responsabilité de mettre en place un traitement objectif des textes.
L'évaluation doit offrir aux auteurs l'occasion d'améliorer leur texte. L'évaluation en double aveugle est bien entendu préférable et la confidentialité de l'évaluation est considérée comme la meilleure garantie d'une évaluation saine et efficace. Ça, ce sont les 4 grands principes d'une évaluation classique. Les inconvénients, c'est que l'article est soumis en quelque sorte à l'économie du prestige des maisons d'édition, c'est-à-dire l'emprise des maisons d'édition et l'impact factor des revues. Les critiques sont parfois lapidaires, d'autant plus lapidaires qu'elles sont anonymes et sans échange possible en dehors du fait que vous êtes accepté sans ou avec modification ou rejeté. Alors, face à cela, se développe à l'heure actuelle de plus en plus ce qu'on appelle l'évaluation ouverte, l'open peer review. Cette évaluation ouverte repose sur 3 principes. 1, la transparence, c'est-à-dire que auteur et évaluateur peuvent dialoguer, les 2 sont connus. La distribution est large, c'est-à-dire que toute personne peut relire et commenter, en quelque sorte votre article est mis sur une plateforme. Et comme les réviseurs sont connus, en principe, il y a moins de conflits d'intérêts. Vous savez que certains articles peuvent être refusés par des réviseurs qui considèrent que votre article va à l'encontre de quelqu'un de son équipe. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. J'arrête le partage si vous voulez bien. Docteur Lemarie, je vais demander, nous avons la chance d'avoir Yves Tremblay avec nous, alors c'est lui qui va animer de questions. Très bien. Vous avez déjà 2 mains ouvertes. Puis... OK, bonjour. Merci Étienne pour cette présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à Laval, faculté de médecine, professeur titulaire depuis 32 ans. Donc proche de ma retraite. Je vois qu'il y a des mains levées. Madame Lucille Payne, la parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez, Madame Payne? Mettez votre micro à on. Oui, merci, je vous entends. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. J'avais une question un peu plus ouverte. Vous suggériez que publier dans des plateformes type medRxiv ou bioRxiv, ça pouvait être une alternative intéressante au publish or perish. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, ce système-là risque d'être un peu saturé, comme l'est déjà les publications papier entre guillemets? Et si on arrive à un point de saturation, quelles sont, selon vous, les solutions que vous pourriez envisager pour les générations scientifiques à venir? Yves, je te laisse répondre. Yves, tu veux répondre? OK. Pour ce qui est de la saturation, excusez-moi. Est-ce que vous voulez fermer votre micro, Mme Payne, s'il vous plaît? C'est le docteur Lemarie. Ah, Étienne, ferme ton micro. Ah, oui, OK. Bon, OK. Pour ce qui est de la saturation, oui, effectivement, de toute façon, on l'a vu, hein? Les plateformes ont été inondées de préprint. On parlait d'à peu près 20 000, 30 000. Oui, effectivement, ça va venir qu'à se saturer. Comment faire pour pas que ça arrive? En fait, comment faire pour contrôler le phénomène? Parce que moi, je pense que le phénomène est là pour rester. Il existe. Nous, ici, on a été confrontés avec juste depuis 2020. Mais les préprints, ça existe depuis 15 ans en histoire. Si vous allez dans les sciences, en histoire, dans les sciences humaines appliquées, puis que vous regardez dans ces secteurs-là, les préprints, puis ces plateformes-là, ça existe depuis longtemps. Nous, ici, on a été impactés par la pandémie. Puis les sciences biomédicales, les sciences de la vie, mettons, appelons ça comme ça, ont été frappées assez dur. Mais ça fait 15 ans qu'on résiste à ça. Puis qu'on essaie de protéger le modèle classique pour toutes sortes de raisons qu'Étienne a mentionnées. Fait que là, je pense que le modèle est là, puis le modèle va exister. Il faut vivre avec. Maintenant, comment on peut l'utiliser pour pas que ça devienne
une dérive incontrôlable et puis qu'on retrouve à peu près n'importe quoi par n'importe qui, n'importe où. C'est ça, je pense, qui est le défi à l'heure actuelle. Je pense que c'est ça. J'ai pas de solution miracle. Hein, je veux dire, on est un groupe en ce moment. Ceux qui sont intéressés par ces questions-là, vous m'enverrez un courriel. Peut-être que vous pourrez joindre le groupe, le GRISOF, le groupe de réflexion interdisciplinaire en sciences ouvertes. On est une quinzaine de personnes à travers, ici en Amérique et puis en Europe, où on tente d'essayer de réfléchir à ça en partenariat avec l'AUF et d'autres organismes. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je ne l'ai pas, mais on essaie de trouver des choses. La première des choses, je pense que ce qui est important de faire, c'est de renseigner. Quand tu sais ce à quoi tu as affaire, tu es capable de prendre en compte les mesures puis de faire attention aux pièges comme ceux qui ont été énoncés tantôt. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'entre autres, on a fait ces flyers-là sur les revues prédatrices. Ceux qui sont intéressés, on va sortir 3 cours vidéo là, très, très bientôt. Je devrais avoir ça en principe d'ici à peu près 3 semaines, 1 mois. Je devrais les avoir in pocket là, dans ma poche. Ça devrait être terminé. Les contrats sont à toute fin pratique terminés, qui vont expliquer justement qu'est-ce que c'est que ces revues prédatrices-là, comment les éviter, puis comment les reconnaître. Puis on est en train de développer des flyers aussi sur les préprints. Donc, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est informer. Quand tu sais avec quoi tu deals, ben là, tu es mieux armé pour être capable de... Quand tu comprends le système, ben quand tu as une patte dedans, tu es capable d'après ça d'aller patauger puis d'essayer de mieux faire. Je ne peux pas donner d'autres réponses que ça parce que je n'en ai pas d'autres. Monsieur Rossi? Oui, bonjour. Ouais, bonjour, merci beaucoup pour cette excellente présentation. J'ai eu une partie réponse à ma question à l'instant, mais je voulais quand même la poser. C'est une question qui peut paraître un peu bête, mais vous avez cité depuis ce matin et au cours de votre présentation les bienfaits de la science ouverte. Je me posais la question des effets néfastes, notamment des risques sur la désinformation à l'échelle du grand public. Et je fais référence à ça notamment au travers de beaucoup de vidéos qu'on a vues circuler au début de la pandémie, où on a vu des gens tout à fait normaux aller chercher des informations dans des brevets, par exemple, et aller en tirer uniquement l'information qui les arrange. Est-ce qu'on a un peu de recul sur la situation et est-ce qu'on a éventuellement des pistes pour contrer ce phénomène? Merci beaucoup. Je suis désolé, mais je ne sais pas quoi vous dire parce que moi, je pense encore que ça passe par l'information. Être capable de les reconnaître, être capable de discerner qu'est-ce qui est vrai du pas vrai. Comme par exemple, là, ici, là, on est tous, soit des étudiants, soit des professeurs, et on publie tous. On veut tous publier. Je suis à peu près certain que tout le monde ici dans la salle a reçu un courriel à un moment donné de quelqu'un, whatever, qui te dit « Écoute, tu es en plein dans mon scope, envoie-moi un papier, puis ça va prendre… le processus de révision est très rapide et puis tout ça, ça va sortir assez rapidement. » Quand on sait que normalement, soumettre un article, tu l'envoies à l'éditeur. Là, l'éditeur, il regarde ça, il dit « Ouais, c'est dans le scope de ma revue. » Fait que là, après ça, il va trouver dans sa liste de editorial board 2 ou 3 ou 4 personnes, dépendamment des revues, puis il va les envoyer à ces personnes-là. Ce processus-là dure à peu près 6 semaines. Là, après ça, les reviewers, quand ils sont en temps, ils retournent ça à l'éditeur. L'éditeur prend ça, retourne ça à celui qui a soumis l'article. Et là, ça engage un échange parce qu'il va y avoir des correctifs. Puis toi, tu veux certaines choses ou tu ne veux pas toutes. Donc, tu discutes, tu fais des choses, tu refuses d'autres choses. Puis au final, après un certain temps, ton article est accepté. Puis après un certain nombre de semaines, il va sortir. Ce processus-là prend quoi? 6 mois, 7 mois, 8 mois, des fois, c'est plus long. Ça dépend des journaux. Fait que quand vous recevez une demande par Internet, là, puis qu'on vous dit que demain matin, ça va être sorti, là, faites attention. Ça, c'est le premier signe. Donc, la sollicitation par Internet, habituellement, ça sent mauvais. Pas tout le temps, mais habituellement, ça sent mauvais. Puis quand vous regardez des revues, puis que, regardons ça, ce titre-là me dit quelque chose. Puis dans le fond, ce titre-là, il est très, très près
souvent à un article, soit un de, ou soit un an, ou soit un truc comme ça, j'entends article, là, il va être très, très près du nom de la vraie revue, celle qui existe, puis qui est correcte. Puis là, tu regardes celle-là qui te semble fausse, et puis, si tu regardes des noms là-dedans, tu essaies de, je ne sais pas, mettons, tu vois Yves Tremblay, puis là, ben, tu cherches Yves Tremblay, c'est qui? Puis là, c'est no one, tu sais, je veux dire, c'est nobody, c'est personne. Tu ne sais pas trop d'où est-ce qu'il sort, il n'est pas dans le fil, il ne ressort pas. Puis quand tu regardes après ça les articles, mettons, reçu le 27 mai, accepté le 31 mai, je ne sais pas s'il y a 31 jours dans le mai, mais accepté le 31, puis publié le 1er juin. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, ces affaires-là. Ça ne fonctionne pas. Fait que ça aussi, c'est un autre... Ça aussi, c'est un bon truc, c'est une autre bonne façon de faire. Puis comme Étienne le disait dans sa présentation, le site DOAJ n'est pas parfait parce qu'il y a des, comment je peux dire, donc, c'est un peu comme des voleurs. Hein? Tu sais, je veux dire, aussitôt qu'ils trouvent des façons ils trouvent des mailles et puis des façons de se glisser dans le système. Et puis, ils vont aller chercher de l'argent, puis après ça, c'est perdu cet argent-là. Là. C'est perdu. Ils vont aller chercher 2 000, 3 000, 4 000 piastres. C'est perdu. Puis si tu vas sur le site de DOAJ, ça va te donner quand même de bons indices. C'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça répond. Si je peux rajouter juste un mot, Yves, concernant la question de Florent Rossi, qui pose un problème plus général, c'est celui de l'information et de la communication, précisément. Je crois que on a vécu, une pandémie. 2, on est dans un monde qui a totalement évolué en quelques années, c'est-à-dire nous sommes sous l'emprise des réseaux sociaux. Et dans ce cadre-là, on doit fonctionner différemment. Et je sais que, par exemple, hier, j'ai reçu une annonce de l'INSERM qui organise un séminaire pour les chercheurs à Paris pour leur apprendre à communiquer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, comment il faut présenter les choses, etc., pour ne pas être victime de « Ah, ben vous nous avez dit ci, mais en fait, vous dites l'inverse demain, etc. etc. » Comment communiquer? Et enfin, je ne sais pas très bien comment ça se passe chez vous, mais chez nous, en France, je peux vous dire que les chercheurs ne savent pas communiquer, à part quelques exceptions. Ils ne savent pas communiquer et ce sont des choses qu'on doit apprendre. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'était plus une question que je tournais au niveau du grand public, hein, pas forcément des scientifiques où on est plutôt expert dans le domaine, mais plutôt des gens qui ne savent pas justement lire l'information scientifique, qui ne connaissent pas ces codes, etc., qui du coup peuvent être assez facilement tentés d'aller chercher l'information qui leur arrange pour aller vraiment faire de la désinformation, quoi. Oui, puis en plus de ça, on a vu au cours de la pandémie plein de gens prendre plein de tribunes et puis s'inventer expert de ci, expert de ça. Là, je veux dire, juste pour parler chez nous, combien de fois M. Legault a laissé la parole à ses vrais scientifiques en arrière de lui? En tout cas, je ne l'ai pas vu souvent, là. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je ne l'ai pas vu souvent. Là. Pourtant, M. Legault, il n'est pas épidémiologiste, il n'est pas virologue, c'est un politicien, puis c'est un ancien propriétaire d'avion. Philippe? Oui, je voulais intervenir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est sollicité pour faire des reviews. On est aussi éditeur pour certains journaux, pour certains d'entre nous. Et cette sollicitation, moi, actuellement, c'est, je ne sais pas, moi, j'ai 6-7 reviews qui me sont demandées par jour. Et comme éditeur, j'envoie des demandes de review à des tas de collègues, puis je sais qu'ils sont débordés, puis qu'ils ont du mal à les faire. Donc, la multiplication des revues, des articles, avec cette nécessité de peer review, ben, ça sature le système, là. Et je pense qu'on en est là, parce que si je réagis comme ça, je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aller ailleurs? Parce que je ne pense pas qu'il faille limiter le nombre d'articles qui sortent. À partir du moment où il y a eu du travail scientifique, puis on pousse à ce que tout le monde fasse de la science. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on revoie le système pour qu'il soit un peu plus efficace. Comment aller ailleurs? Moi, je pense que ça demande une réflexion collective. Il faut s'asseoir ensemble et essayer de trouver des façons. Le peer review, ça peut être une très, très bonne façon de procéder. Ça pourrait accélérer les choses à condition qu'il y ait des balises, à condition
ce soit balisé. Les préprints, c'est certainement pas mauvais à la base, mais ça aussi, je pense qu'il faut le baliser, il faut l'encadrer un peu. Là, tu sais. Ceux, par exemple, qui sont sur des comités de subvention, ce que vous faites quand une subvention repose sur 3-4 préprints, c'est vous faites avec ça. Posez-vous la question. Tu sais, ça fait il ne faut pas limiter. Je pense qu'il ne faut pas limiter, mais il faut trouver une façon de gérer ce nouveau flot-là de publications qui s'en vient, puis être capable de discriminer entre ce qui devrait demeurer de ce qui devrait être retiré. Merci infiniment. Yves, c'est vrai c'est vrai ce que tu dis pour les plateformes préprises, mais c'est aussi l'intérêt pour les chercheurs de mettre sur des plateformes préprint et que ce soit évalué, enfin suivi sur la plateforme, qui est une open review justement. Ça peut être intéressant. Merci infiniment et à Yves et au docteur Lemarié, ça a été vraiment très intéressant. On va passer à la cerise sur le Sunday. Donc, la dernière présentation de Mme Marine Cornoux. Marine, elle est journaliste scientifique à Québec Science. Et si on a choisi de lui demander de venir nous parler, parce qu'elle a été un peu comme nous dans le cœur de la pandémie et de ce cyclone-là. On en a parlé tout à l'heure du fait que le processus pour publier un article peut être long à cause des reviewers. Et donc, il y a peut-être un rythme différent entre la science, comment elle fonctionne, comment elle avance, comment elle communique et aux scientifiques et au grand public. Et Marine est au cœur de cela et va pouvoir nous en parler. Marine? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien? Je vais partager mon écran si vous êtes d'accord. Donc c'est ça, je suis journaliste scientifique pour le magazine Québec Science. Et puis, nous aussi, on a été un peu pris dans ce tourbillon-là de multitudes de publications et de pandémies. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu rapidement comment est-ce que moi, j'ai perçu ça et comment est-ce que ça s'est passé du côté des médias. C'est un vaste sujet, donc je vais essayer d'aller vite puis de vous laisser un peu de temps pour les questions. Donc, très rapidement, je travaille pour Québec Science, qui fête ses 60 ans cette année, en 2022. Moi, j'ai une formation en biologie plutôt, mais j'ai toujours travaillé comme journaliste, donc pour la presse médicale et pour la presse grand public en France et au Québec. Et ça fait maintenant 11 ans que je suis chez Québec Science. Donc, en fait, je vais essayer de faire un peu le portrait, mais excusez-moi d'avance si ça part dans tous les sens. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'information scientifique et la façon dont ça a été réceptionné, disons, pendant la pandémie. Je pense que le point principal, c'est que la pandémie, elle a exacerbé les défis, en fait, qui sont inhérents au journalisme scientifique. C'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'on rende compte des avancées scientifiques un peu en temps réel, sans recul. Qu'on doit faire le tri, nous aussi, dans un flot d'informations de qualité variable. Donc, si vous y retrouvez pas dans les publications, imaginez, nous, du côté des journalistes, puis on est un peu la courroie de transmission entre ce monde de la recherche et puis le grand public. Donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner comme information, qu'est-ce qu'on va rejeter, c'est assez compliqué. Et puis, la pandémie, ça a aussi été un moment où on avait très, très peu accès au terrain. Donc, les établissements de santé étaient fermés, les laboratoires étaient fermés, donc les contacts qu'on avait, c'était principalement par Zoom comme tout le monde, mais donc ça a quand même compliqué un peu le fait de pouvoir rendre des comptes sur ce qui se passait. Et puis, de l'autre côté, on fait le lien avec un public qui est avide d'informations, surtout au début de la pandémie, mais avide d'informations courtes, claires, tranchées, sans nuances. Et puis, je ne veux pas avoir l'air condescendante en disant ça, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que le niveau de littératie scientifique dans le grand public, il est quasiment nul. Donc, on s'adresse à des gens qui ne savent pas ce qu'est un virus, ne savent pas ce qu'est une pandémie, ne savent pas ce qu'est l'immunologie en partant. Même le mot épidémiologie, je pense que tout le monde l'a découvert pendant la pandémie. Et puis, surtout, le grand public ignore tout
ou presque de la recherche et de la démarche scientifique. Et donc, c'est un grand problème, on va le voir, et ça a été un problème pendant la pandémie. Donc, évidemment, on s'est retrouvé à couvrir cette crise comme tout le monde à 1000 km/h avec, on l'a dit, je vais passer vite, mais bon, rien qu'en 2020, 100 000 articles scientifiques consacrés à la COVID-19, donc c'est des centaines par jour, donc évidemment qu'on ne pouvait pas tout lire ni tout suivre. Plus de 2700 essais cliniques qui ont été lancés en 2020, donc encore une fois, impossible de rendre compte de tout ce qui se passait. Juste pour vous donner une idée, les 3 premiers mois de la pandémie, Journal de Montréal seulement et la Presse Plus, il y a eu 4500 articles qui ont traité du coronavirus. Donc, on ne chômait pas, mais c'était vraiment une sorte d'effervescence aussi, où tout se mélangeait un peu. C'est-à-dire qu'il fallait rendre compte de la science du virus, évidemment, de ce qu'on connaissait sur ce nouveau virus, mais aussi des décisions politiques, économiques, les mesures de santé publique, les mesures sanitaires. Donc, tout se mélangeait un petit peu. Et très tôt, il y a eu une forte politisation des questions scientifiques, on y reviendra un peu, mais ce qui a contribué, je pense, à mêler un petit peu tout le monde. Ça, c'est juste une illustration. Évidemment, je jette le blâme sur personne, mais je pense que c'est le genre de choses qui a contribué à ce qu'on se perde. D'un côté, on dit non, il ne faut pas utiliser les masques. 6 mois plus tard, on dit oui, on utilise les masques. Donc, les gens ont perçu cette hésitation-là des politiques. Ils l'ont aussi perçue comme une hésitation scientifique, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais donc, voilà. Puis, je vais rappeler très vite le contexte médiatique. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous faire pleurer ou de faire une levée de fonds, mais je pense que c'est important quand même de rappeler le contexte dans lequel on travaille, à la fois les journalistes scientifiques et les journalistes généralistes. Donc, c'est un milieu, le milieu médiatique traditionnel, qui est très affaibli depuis les années 2000-2010 avec la perte de revenus publicitaires. Donc, c'est un peu des vieux chiffres, mais bon, la tendance reste la même. Entre 2008 et 2017, les salles de rédaction ont éliminé le quart des journalistes en Amérique du Nord. Donc voilà, on est de moins en moins nombreux et il faut réagir de plus en plus vite, presque instantanément avec Internet. Donc c'est ça, c'est pas évident. Et comment est-ce que la science était traitée dans les médias avant la pandémie? C'était un peu l'abonné absent du traitement médiatique. Même si la science est présente dans tous les grands enjeux sociétaux actuels, que ce soit santé, environnement, énergie, techno, changement climatique, eh bien, c'est vraiment quelque chose dont on parle très peu dans les médias. Encore une fois, le chiffre est un peu ancien, puis je m'en excuse, mais c'est très représentatif. C'est-à-dire qu'en 2009, quand on regarde tous les journaux américains, et il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, il y avait seulement 79 journalistes spécialisés en sciences. Et dans les grandes rédactions, y compris aux nouvelles de Radio-Canada, en fait, il y a très peu, voire aucun journaliste vraiment formé en sciences. Il y a des journalistes scientifiques à Radio-Canada, mais ils sont dans les émissions spécifiques comme Découverte. Mais dans la salle des nouvelles, il y en a très, 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 très peu. Donc, en fait, il y a un grand manque de formation des journalistes en sciences également. Comment elle est traitée, la science, habituellement dans les médias? C'est très cliché, c'est-à-dire qu'on va dire « Ah, il y a une nouvelle étude qui dit que… » il y a un nouveau traitement pour Alzheimer, par exemple. Donc, on va retenir les avancées spectaculaires. On va donner l'impression que la science, c'est des découvertes. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, on cherche, on trouve. Et on n'explique jamais, en fait, ou presque, ce que c'est que la démarche scientifique, comment ça fonctionne, comment ça se construit. Et on explique encore moins tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui, c'est-à-dire le système de publication, de révision par les pairs. Donc, c'est vraiment… une image très biaisée de la science qui est donnée dans les médias. Et puis, je vais revenir très rapidement sur ce que ça a comme conséquence aussi. Au Québec, il faut savoir qu'il y a 7 relationnistes pour un journaliste, donc 7 personnes qui travaillent dans les services de communication des instituts de recherche, des universités, tout ça pour un journaliste. Et donc, ce que ça donne, c'est que les journalistes se fient énormément aux communiqués de presse qui sont émis par ces institutions-là et les remanient parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas le temps. Et donc, en fait, le journalisme scientifique, c'est souvent de la communication au sens où on relaie le message qui nous est donné par les universités. Or, vous le savez, le journalisme, il doit s'appuyer sur ses propres enquêtes et il doit surtout avoir une posture analytique et critique face à la science. Et ça, voilà, ça demande des ressources et du temps, ce qu'on n'a pas. Je pense que vous étiez assez juste tout à l'heure dans le sondage, mais effectivement, il y a seulement 13%
des Canadiens qui ont affirmé avoir payé pour avoir accès à des nouvelles en 2020. Donc, d'où ce message un peu contradictoire de la presse. Vous informer, c'est gratuit, mais en même temps, le journalisme, ça a un prix. Donc, voilà, c'est un peu compliqué d'avoir que des nouvelles gratuites et d'exiger de la qualité. Et bref, tout ce contexte pour dire que je pense qu'il y a une confusion assez généralisée à la fois du côté des salles des nouvelles et du grand public, avec un virus imprévisible, une science, des connaissances, disons, en construction, des contradictions apparentes qui sont tout à fait normales, mais qui ont été bizarrement perçues par le public parce qu'on n'a pas l'habitude de percevoir ces contradictions scientifiques, avec des études de qualité très, très, très inégales. Et les journalistes ont eu du mal en fait à faire la part des choses entre les certitudes et puis les incertitudes inhérentes à la recherche qui sont tout à fait normales. Et c'est également difficile de la part des journalistes de challenger les experts quand on ne sait pas en fait comment fonctionne la démarche scientifique et ni vérifier la compétence ou la légitimité des différents intervenants. On va y revenir. Alors, bon, je ne prétends pas savoir comment diffuser de l'information scientifique de qualité, mais disons que dans les médias scientifiques, on a quand même l'habitude de fouiller dans les bases de données. Alors, bon, encore une fois, je pense que monsieur Le Mariel disait, c'est 250 000 publications sur la COVID, donc évidemment qu'on ne peut pas faire une revue de la littérature pour chaque sujet. Et on nous apprend à, évidemment, ne pas attribuer la même qualité ou la même confiance à tous les types de publications scientifiques. On préfère les méta-analyses. On essaye de ne pas se baser sur une seule étude dit que, mais on essaye de regarder le corpus de connaissances sur un sujet. Et bon, évidemment, tout ça a volé en éclats pendant la pandémie parce que des méta-analyses, il n'y en avait pas. C'est à peine si on avait 2 études successives sur le même sujet. Donc, voilà, c'est pour vous donner encore une fois une idée de ce qui se passait. L'efficacité diminue rapidement, l'immunité diminue rapidement. Ah ben non, finalement, l'immunité, elle peut durer longtemps. Puis c'était comme ça, puis c'était un ping-pong toutes les semaines avec des études qui sortaient, puis qui se contredisaient, en apparence. Excusez-moi, je parle vite, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et donc, en fait, nous, on a changé évidemment nos façons de faire, notamment parce que si on voulait parler de la pandémie, on n'avait pas le choix de se reposer sur les prépublications. Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment. Mais 30% et même, je pense, plus dans les années suivantes des publications étaient des prépublications, dont certaines faisaient beaucoup de bruit. Parfois, les résultats d'essais cliniques étaient transmis juste par des communiqués de presse. Donc, on n'avait quand même pas le choix de les couvrir, mais en même temps, on n'avait aucune information. Donc, c'était très difficile. Et en fait, on s'est reposé beaucoup sur, en tout cas moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, sur des commentaires en direct sur Twitter. Donc, je n'ai jamais utilisé autant le réseau de scientifiques qui réagissait quasiment en direct à chaque publication, à chaque émergence de variants, qui continue de le faire en fait. Et c'est pour moi, en tout cas, une source très précieuse parce que ça donne un accès quasiment illimité à des analyses de chercheurs de partout dans le monde. Et puis, on s'est tous reposés sur les scientifiques, des experts qui étaient partants pour parler aux médias. Et d'ailleurs, on les remercie, dont certains ont été très, 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 très médiatisés. Et qui ont permis en fait de nous aider à décrypter un peu ce qui se passait. Et bon, alors, les experts, c'est génial, mais c'est aussi une question épineuse. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de médias. C'est-à-dire que pour beaucoup de journalistes généralistes, en fait, il y a encore cette espèce d'aura du scientifique. Il est scientifique, donc il sait il peut commenter tous les sujets scientifiques parce qu'il est expert en sciences. Et il y a cette espèce de parole d'évangile qui est peu remise en question. Oui, mais il est professeur à l'université, donc on va lui faire confiance. Et ce qui a mené, et on a vu beaucoup, et ça continue, à mettre au même niveau l'opinion parfois très marginale d'un expert, de le mettre au même niveau qu'un corpus de connaissances, un consensus scientifique, et puis de dire ça se vaut en fait. Et donc, c'est un peu ce qui a, je pense, brouillé les cartes et les ratés de la communication et du journalisme ont beaucoup reposé sur ça. Et autre problème qui est aussi que
le manque de formation à la démarche scientifique et à ce qu'est le consensus du côté des journalistes fait qu'on recherche l'équilibre et l'objectivité comme on le ferait par exemple en politique. C'est-à-dire, je vais parler à la CAQ, je vais aussi parler aux libéraux. Je vais parler à la mairesse de Longueuil, mais je vais aussi parler, je ne sais pas, à la mairesse de Saint-Hubert pour avoir son avis. Et en fait, en science, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche parce que toutes les opinions ne se valent pas. Évidemment qu'il y a des controverses, je ne dis pas le contraire, c'est même un moteur de la science. Souvent, ces controverses, elles portent sur des détails, en tout cas sur l'interprétation des résultats scientifiques, sur des questions de méthodologie, mais il y a des aspects qui font l'objet de consensus, et ça, on l'oublie parfois du côté des journalistes généralistes. Et évidemment, en général, ces subtilités d'interprétation ou ces débats autour des méthodologies, elles se font en coulisses dans les congrès scientifiques. Et là, tout a été étalé en fait sur la place publique. Et là, on s'est dit, mon Dieu, les scientifiques se contredisent, ils ne sont pas d'accord entre eux, alors que c'était plus une façon habituelle de faire la science, mais qu'on ne montrait pas d'habitude sur la place publique. Donc, ça a contribué évidemment à la confusion générale. Alors, comment on trouve les bons experts ? Moi, de mon côté, c'est sûr que je ne contacte jamais quelqu'un avant d'avoir fait une revue de la littérature, voir quelles sont les équipes les plus pertinentes sur un sujet donné, qui est-ce qui fait un peu autorité dans le domaine. J'ai aussi évidemment plein de chercheurs que je connais qui peuvent me renseigner. Donc voilà, je cherche quelqu'un sur tel sujet des neurosciences. Est-ce que tu connaîtrais une équipe qui travaille là-dessus ? Donc on a quand même, en tant que journaliste scientifique, un réseau assez riche. On peut aussi passer par le service des communications des universités. Et on ne se fie jamais à une seule équipe, à une seule étude. On essaie toujours d'élargir, de faire commenter. Et voilà, on vérifie aussi évidemment les conflits d'intérêts. Mais au sein des journalistes, tout le monde ne connaît pas PubMed, loin de là. Donc, parfois, on se fie à ce qu'on voit dans les autres médias. Un tel s'est exprimé, c'est qu'il doit être pertinent, puis on le rappelle. Et c'est comme ça qu'il y a eu une émergence de certains experts qui étaient tout le temps présents dans les médias et qui se sont énormément exprimés. Et on a trouvé en fait une floraison de lettres d'opinion en tout genre dans tous les médias, par des experts qui, en fait, n'étaient pas forcément experts du domaine. Alors, bon, là, l'idée n'est vraiment pas de blâmer Normand Mousseau, que j'estime énormément par ailleurs. Mais voilà, Normand Mousseau est professeur de physique à l'Université de Montréal et il s'est énormément exprimé sur la gestion sanitaire, sur l'épidémiologie, sûrement de façon intéressante et pertinente, mais sa position de professeur de physique ne le rend pas légitime, en fait, pour donner son opinion en tant qu'expert sur ce sujet-là. Il peut le faire en tant que citoyen, mais pas en tant qu'expert. Et ça a été très mal compris dans les médias, ce qui fait qu'on a vraiment eu toutes sortes d'experts, considérés comme des experts parce qu'ils étaient dans l'université. Là, j'ai un autre exemple, voilà, une professeure retraitée en tout cas en affaires, voilà, qui s'exprime sur l'étrangeté de la deuxième vague. Pourquoi pas, mais le problème, c'est que le public n'est pas armé pour faire la différence entre l'opinion d'un virologue et l'opinion d'un physicien, par exemple. Donc, on a eu cette espèce de confusion des genres. Et l'exemple dont on m'a demandé un petit peu de parler aujourd'hui, mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais ça a été surtout un problème en France, mais c'est arrivé ici aussi. C'est l'exemple de Didier Raoult, donc, qui coche un peu toutes les cases. Il a un CV irréprochable, il a le costume, les accessoires du scientifique, c'est-à-dire qu'il a toujours son sarrau blanc, ses graphiques, ses papiers quand il s'exprime, donc ça fait très sérieux. Il a l'attitude du scientifique, un ton un peu péremptoire, et il a la certitude du scientifique. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que la science, ce n'est pas des certitudes. Et ça, c'est encore une fois un manque de perception et d'éducation du grand public. La science, qu'est-ce que c'est ? D'abord, la démarche scientifique est un processus lent. Elle est plutôt faite de questions. Certes, il y a des certitudes, il y a un socle de base, mais quand la recherche avance, on répond à des questions, on a des doutes. C'est un faisceau d'études allant dans le même sens qui va finalement permettre de valider des hypothèses et d'obtenir un consensus. Et parfois, il faut aussi admettre qu'il n'y a pas de consensus. La science, elle n'est pas toujours noire ou blanche. Des fois, c'est très nuancé, c'est gris, on n'a pas vraiment de réponse.
Et ça, c'est très difficile à entendre pour le grand public. Et surtout, en fait, la science, elle ne dit pas quoi faire. Et là encore, c'est la source de la confusion, c'est qu'on a des faits scientifiques, ensuite on a des décisions politiques, mais ce n'est pas la science qui nous dit quoi décider. Ce sont des décisions qui sont fondées, plus ou moins sur la science, mais ça reste des décisions humaines et politiques. Donc, le public, lui, en fait, il attend l'inverse de tout ça, c'est-à-dire qu'il attend des réponses rapides, simples, il attend des certitudes, il a besoin qu'on lui dise voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il veut être conforté dans ses opinions, dans ses désirs. Je pense qu'on aurait tous aimé qu'on nous dise au début de la pandémie mais c'est pas grave, en fait, le taux de mortalité il est négligeable. Ils veulent s'en remettre à un expert qui détient le savoir, la vérité absolue. C'est beaucoup plus simple de suivre quelqu'un et de ne pas trop se poser de questions que de se rendre compte qu'en fait, tout est nuancé et complexe. Et puis, le public est très séduit par le narratif du chercheur qui se dresse un peu contre le pouvoir établi, alors que ce soit Big Pharma, le gouvernement, la pensée unique, le Deep State, en tout cas Bill Gates, name it, là. Mais ce narratif-là est très séduisant pour le grand public. Ça, c'est quelque chose qui circulait au début de la pandémie que je trouvais très parlant, en fait. Voilà, on vous propose un reportage étoffé qui se base sur plein d'études, plein d'experts qui ont des connaissances approfondies. Ah mon Dieu, c'est compliqué. Par contre, n'importe quel gars vendeur d'ananas, et c'est un exemple véridique, se filme en disant des faussetés sur la pandémie, là, on l'écoute. Donc, c'est assez représentatif de ce qui s'est passé pendant la pandémie en termes de diffusion de fausses nouvelles également. Donc, évidemment, tout ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité qui a été extrêmement exploité par ces experts-là. C'est un biais qui est connu depuis longtemps, qui a été énormément utilisé en publicité. Vous voyez, on utilisait la caution du docteur pour vendre des cigarettes. Et puis, alors, soit on s'en remet à des experts qui sont vraiment légitimes, soit on s'en remet à des experts qui ont une légitimité plus ou moins pertinente. Là, par exemple, ce monsieur Éric Saint-Germain, qui est un prof, je pense, de secondaire ou de cégep, de secondaire, en fait, qui avait fait une vidéo au début de la pandémie où il expliquait à grand renfort de graphiques et de chiffres que les masques, ça ne pouvait pas marcher parce que le virus était trop petit et passait au travers des mailles. Et puis, il avait eu un gros succès au Québec, alors que, bon, voilà, le gars avait visiblement fait aucune étude sur le sujet. Et donc, il y a eu énormément de dérives, alors encore un peu moins ici qu'en Europe ou aux États-Unis, mais avec des experts qui, en fait, se postent qui attestent par leur statut, en fait, que ce qu'ils disent sont vrais, même s'ils ne maîtrisent pas forcément le sujet, qui se postent en oracle également, c'est-à-dire beaucoup de prévisions, ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de deuxième vague, les vaccins ne marcheront pas, enfin, il n'y aura pas de variants, bref, toutes sortes de prédictions en tout genre, et tous les bons scientifiques ne se risquent jamais à faire ça. Les médias demandent leur assentiment, leur analyse, comme si c'était la même chose, leurs sentiments, pardon. Et ça, c'est la parade de Didier Raoult, par exemple. Vous n'êtes pas scientifique, donc de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Donc, on ne peut pas les challenger, on ne peut pas les mettre face à leurs contradictions parce que, en tant que journaliste ou en tant que grand public, de toute façon, on est trop imbécile pour pouvoir le faire. Je vais passer rapidement sur l'histoire de l'hydroxychloroquine parce que, honnêtement, je pense que tout le monde en a un peu soupé, mais c'est ça, en fait, tout est parti d'une étude de Didier Raoult qu'il avait postée sur son site internet. Au début, ce n'était même pas publié. Une étude très médiocre, ça je pense que l'ensemble de la communauté scientifique l'a très vite repéré, c'est-à-dire que je vous passe les détails, mais en gros, il y avait une vingtaine de patients traités ou à peine plus. Les patients dont l'état s'est aggravé ont été exclus des statistiques, l'étude n'était pas randomisée, donc les groupes étaient extrêmement hétérogènes, c'était pas mené en double aveugle, bref, il n'y avait rien là-dedans qui était de qualité suffisante pour lancer l'espèce de folie autour de l'hydroxychloroquine, et pourtant ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences sanitaires mondiales à partir de cette seule étude. En France, on a autorisé la prescription d'hydroxychloroquine à tous les malades. Ça n'a pas duré très longtemps, mais n'empêche que ça a été comme ça au début. Au Brésil, Bolsonaro s'en est vraiment remis à ça pour ne pas mettre en place de mesures sanitaires en disant « mais de toute façon, il y a un traitement ». Pareil, en Inde, il y a eu beaucoup de dérives là-dessus.
il y a eu des centaines, c'est vraiment ça la quantité d'essais et d'analyses qui ont été conduits avec l'hydroxychloroquine, donc parfois au détriment d'autres molécules qui auraient pu être testées plus tôt, mais il y a vraiment eu un effort financier mondial vers cette molécule-là. Et puis, avec un clivage très rapidement de la population, où Raoult était en fait érigé en défenseur de la vraie médecine contre la science élitiste, protocolaire. Voilà. Donc, ça a été extrêmement clivant au point que il y a eu des analyses du comité d'éthique du CNRS en France, donc qui a parlé de populisme scientifique, où en fait certains experts, sans nommer Raoult directement, mais évidemment lui, mais d'autres également, ont un peu surfé sur la vague, sur l'ignorance, sur la peur, sur l'anxiété, en propageant des fausses informations, ou du moins en n'étant pas tout à fait honnête avec la population. Et ça a eu des lourdes conséquences. Et du côté des médias, évidemment, il y a aussi ce désir de faire de l'audience avec ces personnalités qui sont des personnalités très, très fortes. Et donc, il y en a qui ont entretenu volontairement, en fait, qui ont donné des tribunes à ces experts-là. Et puis, évidemment, Internet sert en fait de terreau extrêmement fertile à toute personne un petit peu charismatique qui veut lancer des fausses théories en tout genre. Donc, évidemment, on s'est retrouvé dans un flot de fausses informations. Je passe rapidement là-dessus, mais bon, en gros, moi, j'ai posé une plainte à Radio-Canada après une entrevue d'une 45 minutes de Didier Raoult par Stéphane Bureau, où en gros, il enlignait les faussetés sur la corruption qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir d'hydroxychloroquine au Canada, sur la faible efficacité des vaccins. En tout cas, c'était faux sur faux sur faux sur faux, avec aucune contradiction de la part de l'animateur. Moi, je respecte beaucoup Stéphane Bureau, c'était évidemment pas contre lui, c'était contre Radio-Canada qui a autorisé cette entrevue préenregistrée après l'avoir écoutée, qui a donc validé la chose et qui, pour moi, a contribué à diffuser des fausses informations. Et en fait, ma plainte a été reconnue comme valable, disons, mais j'ai été la cible d'une espèce de cyberharcèlement, de déferlement de haine sur les réseaux sociaux parce que c'était important d'entendre les différentes versions de la science, que Stéphane Bureau faisait du journalisme courageux contre la pensée unique, qui j'étais moi pour pouvoir dire ça. Vous voyez à droite là, Jean-François Lisée qui a salué le courage de Stéphane Bureau contre la stérilisation de la parole. En tout cas, ça a pris vraiment des proportions complètement folles. Alors que, encore une fois, moi, c'était vraiment parce que je pense que les gens ont droit à une qualité d'information scientifique, à une information scientifique de qualité, et je pense que diffuser ce genre de fausses informations nuit, surtout de la part d'un diffuseur public, surtout dans un public qui est déjà en proie au doute, qui a déjà une méfiance envers les scientifiques et la science. Donc, vous étiez pas mal bon, je pense, dans le sondage, mais c'est effectivement 1 personne sur 5 au Québec qui adhère à des thèses complotistes. Ça, c'est un sondage qui a été mené au début de la pandémie. Donc, une des questions était est-ce que la pandémie a été inventée pour contrôler la population? Mais il y avait aussi d'autres thèses comme le fait que les attentats du 11 septembre s'étaient enregistrés par la CIA et toutes sortes de choses. Donc c'est ça, il y a quand même une bonne part de la population qui est très sensible et réceptive à ce genre de théories et qui ne demande que ça, d'avoir des scientifiques qui les cautionnent, en fait. Curieusement, parce qu'ils ne croient pas à la science, mais en même temps, ils aiment bien avoir des experts qui cautionnent. Donc, en fait, c'est ça, la désinformation pendant la pandémie a battu des records. Je vais passer un petit peu plus rapidement. Et il y a beaucoup de journalistes qui se sont retrouvés à devoir, en fait, au lieu de faire des enquêtes approfondies, simplement à devoir démentir ce qui circulait sur Internet. Et c'est un peu tragique et en même temps, il faut le faire, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont qualifiés pour faire des enquêtes, des choses intéressantes en journalisme scientifique et qui sont en fait employés à tout simplement débunker des vidéos où on nous explique que Bill Gates nous met des puces GPS dans le vaccin. Et il faut quand même qu'on alloue des ressources pour démentir ça. Donc, c'est un peu le drame du journalisme scientifique ces dernières années. Et puis, ça continue
Évidemment, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais vous l'avez sûrement vu. En fait, c'est souvent d'ailleurs les mêmes réseaux de personnes qui propagent aussi les fausses informations sur l'Ukraine notamment. Et c'est ça. Donc, il faut dire que c'est difficile de s'y retrouver. Je ne dis pas que les gens sont idiots. Au Canada, 90% des gens, vous étiez bon aussi, admettent avoir été bernés au moins une fois par des fausses nouvelles sur Internet. Ce sont vraiment les Facebook et les réseaux sociaux en général qui sont considérés comme des sources d'informations peu fiables. Et c'est effectivement le cas. Et je vais accélérer, je ne sais pas trop combien m'intéresse, mais je vais essayer d'aller vite. Sur pourquoi les fausses nouvelles, en fait, elles sont si attirantes. Ce n'est pas parce que les gens sont idiots, mais c'est parce qu'elles sont conçues pour exploiter nos biais cognitifs, et on en a tous des biais cognitifs. Et les fausses nouvelles, en fait, elles jouent sur les émotions, hein, sur la peur, la colère, l'indignation. Une vraie information scientifique nuancée, avec des pincettes parce que c'est in vitro, mais c'est pas hyper sexy, hein, en termes journalistiques, alors que quelque chose d'un peu frontal, un peu tranché, là, ça marche forcément beaucoup mieux. Donc, c'est des nouvelles qui révèlent des scandales, qui révèlent des choses qu'on ne savait pas, des choses cachées, qui vont à l'encontre du système, du courant de pensée dominant. Donc, ça donne l'impression aux gens que eux, ils ont compris, ils sont au-dessus du lot, ils ne sont pas des moutons. Donc, c'est très séduisant, en fait, ce genre de nouvelles. Donc, vous savez ce que c'est, les biais cognitifs, c'est simplement des erreurs de jugement, hein, que le cerveau fait de façon systématique, et on en fait tous. On pense être à l'abri, on pense être très logique, mais on ne l'est pas du tout, ou en tout cas pas tout le temps. C'est vraiment l'équivalent d'une illusion d'optique pour le cerveau. Donc, c'est des raccourcis intellectuels qui nous permettent de composer avec la surinformation, le doute, l'anxiété, l'ambiguïté, l'incertitude, donc tout ce qui caractérise une pandémie finalement. Donc, on comprend pourquoi ça marche si bien dans ces moments-là. Et ça nous fait percevoir la réalité comme plus prévisible qu'elle n'est, ce qui est très rassurant. D'ailleurs, ce sont des enjeux, en fait, les biais cognitifs ont été sélectionnés par l'évolution parce qu'ils nous permettent de faire face à toutes sortes d'aléas. Donc, il y en a énormément, je ne vais évidemment pas tous vous les citer. On a parlé du biais d'autorité qui marche très bien en santé. Il y en a d'autres, le biais de confirmation. On aime bien qu'on nous dise ce qu'on pense déjà, c'est ce qu'on préfère. On n'aime pas être contrarié dans nos opinions. Il y a l'illusion de corrélation. On fait des liens entre des choses qu'on n'a pas, mais notre cerveau est conçu pour ça. On fait confiance aux gens en qui on a déjà confiance, donc c'est comme ça qu'on se retrouve facilement dans ce qu'on appelle les chambres d'écho, c'est-à-dire qu'on va être exposé à de l'information qui nous conforte dans nos opinions. Là, on voit en fait sur Facebook, en bleu, ce sont les utilisateurs qui sont exposés à des sources conspirationnistes, qui sont très, très regroupés, et en rouge, ceux qui sont exposés à des sources scientifiques. Ils sont moins nombreux, et surtout, ça ne se mélange pas. Donc, en fait, on peut très bien vivre dans des bulles, et c'est vraiment ça ce qui se passe, où on ne voit passer que de l'information qui correspond à ce qu'on pense déjà, donc on est très peu exposé aux autres opinions et aux autres idées. Et il ne faut pas oublier ça, encore une fois, il n'y a pas de condescendance là-dedans, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'une bonne part de la population ne peut pas comprendre les enjeux complexes. Il y a beaucoup d'analphabétisme fonctionnel, donc des gens qui ont du mal à comprendre des textes compliqués. C'est quand même la moitié de la population dans l'OCDE, avec un manque de raisonnement analytique forcément. Donc, ces gens-là, on comprend qu'ils vont aller plus vers les histoires courtes, rapides, simples, non nuancées, c'est normal. Et puis, voilà, comprendre les relations entre la Russie et l'Ukraine en 500 mots ou l'immunologie en 3 minutes, c'est impossible. Mais c'est séduisant de penser qu'on a accès à ce savoir-là aussi. Donc, voilà, il y a vraiment toutes sortes de pièges qui font que la population tombe là-dedans. Puis, je vais finir très rapidement, en fait, sur le fait que la pandémie a vraiment montré qu'il était maintenant impossible de séparer la science de la politique. Et je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, c'est plus un constat. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à traiter de la science, alors qu'évidemment, elle n'est pas isolée, la science, elle est toujours dans un contexte, des enjeux sociopolitiques. Et c'est ça, donc c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, de relayer l'information scientifique sans prendre en compte ces débats-là, qui ont été très, très vite au cœur en fait, des articles,
Et puis, je vous laisse, c'est ça, cette citation que je trouvais intéressante, qui est qu'on peut avoir les meilleurs essais cliniques randomisés, la meilleure évidence, enfin, la meilleure preuve scientifique de qualité, et ben, ça ne nous dira toujours pas ce qu'il faut faire pour prendre des décisions politiques. Or, c'est un peu ça le cœur du problème en information. Donc, voilà, ouais, c'est peut-être la dernière slide, c'est juste vous montrer que les croyances politiques, les appartenances politiques affectent énormément la façon dont on reçoit l'information scientifique. Donc là, vous voyez que la perception de la dangerosité du virus au début de la pandémie était radicalement différente entre les démocrates et les républicains, alors que les faits scientifiques étaient les mêmes, mais le fait d'avoir un bagage politique particulier nous faisait dire chez les républicains, non, c'est pas dangereux, ou en tout cas pas tant, alors que les démocrates avaient plus conscience du danger. Donc voilà, j'espère que ce n'était pas trop confus, mais c'est ça, je voulais juste finir sur le fait que dans le fond, les journalistes et les scientifiques font le même travail, ils vérifient les faits avec des niveaux de temps, des échelles de temps très différentes, mais pas forcément incompatibles. Et voilà, je suis là pour vos questions, si vous en avez. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas, je ne vous vois pas, alors j'espère que vous n'êtes pas en train de dormir. Merci beaucoup, Marine. Écoute, c'est vraiment un masterclass en communication scientifique. Au moment où on nous demande, nous, les scientifiques, de faire de plus en plus de vulgarisation, je pense qu'on va devoir te réinviter pour d'autres séances, on va en avoir besoin. Je vais prendre les questions de la salle ou ceux de Zoom. Est-ce qu'il y a des questions pour Marine? Okay. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit la complexité du problème, mais il y avait, dans la présentation précédente, on nous parlait de science et de recherche avec deux définitions différentes. Puis là, on voit bien que dans notre tête, ce n'est pas clair. Qu'est-ce que la science, les scientifiques et la recherche? Si ce n'est pas clair déjà dans notre tête, alors comment ça peut être clair dans la tête de la population? Puis peut-être, en effet, il y a un travail à faire là-dessus. Quand on dit recherche, tout de suite, nous, ça nous parle en tant que chercheurs, mais je pense que dans la population, ça dit que ce n'est pas des faits établis, donc on va attendre que ça soit démontré. Quand on parle de science, c'est établi, mais en réalité, les deux sont mélangés dans les discours. Voilà. Je voulais avoir votre réaction sur cet aspect-là. C'est une très bonne question. Même moi, je ne sais pas si je vois toujours très bien la différence. Je pense que ce qui est particulièrement problématique, ce n'est pas forcément le manque de littératie scientifique, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens connaissent bien la virologie, par exemple, mais c'est vraiment le manque de connaissances sur ce qu'est la recherche et ce qu'est la démarche scientifique. Et je pense que pour le sens critique et développer le sens critique, c'est extrêmement important, et on le dit dès l'enseignement des sciences au primaire, d'essayer d'expliquer aux enfants ce qu'est la démarche scientifique. On part d'une hypothèse, on fait en sorte de la vérifier expérimentalement, puis à la fin, on peut réfuter. Voilà, c'est simple, mais il y a très peu de gens qui connaissent finalement, qui ont conscience de ce que ça représente une découverte scientifique. Et aussi, les médias, ils sont pour quelque chose. Comme je disais au début, on présente souvent ça comme on cherche, on trouve, waouh, le médicament, il va être là, alors qu'on est loin, on est loin de l'application clinique. Et je pense qu'il y a vraiment un effort à faire, à éduquer les gens, à expliquer les coulisses en fait, de la recherche, montrer ce que c'est une publication scientifique, montrer comment est-ce que les chercheurs arrivent à ces conclusions-là. Donc, il y a vraiment, je pense que parler de son travail et puis amener les chercheurs à mieux expliquer comment ils travaillent, c'est quelque chose de très important. Mais je pense qu'effectivement, cette vision biaisée de ce qu'est la science dans le grand public, et je pense que c'est ça qui a été très douloureux, c'est que le grand public n'était pas prêt à admettre que la science et les scientifiques pouvaient douter, en fait, et pouvaient se contredire, parce que la science, elle est pas noire ou blanche directement. Donc, ce doute et cette perception que les scientifiques ne savaient pas, ça a été quelque chose d'extrêmement violent pour le grand public. Et d'accepter que les scientifiques, parfois, ne savent pas, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Donc, je pense que au moins, ça a montré un peu ça. Peut-être que ça va aider, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un travail à faire pour montrer vraiment la démarche scientifique et en quoi ça consiste. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en aurais peut-être une. Est-ce que la science peut être
est victime de son succès. Tout à l'heure, dans ta présentation, tu disais comment les universités vont avoir des groupes pour parler, mettre en évidence les succès scientifiques des différentes universités, de ce qu'ils font. Donc, c'est toujours les bons coups qui sont présentés. Et je me demandais si par hasard, ça pourrait être quelque chose de négatif. Peut-être que le public n'entend pas souvent parler des questions et des doutes. Est-ce que ça serait une chose dont on devrait parler un peu plus? Je pense que oui, puis même dans le milieu de l'édition. Pardon. D'arrêter ta diapositive est toujours là, de partager ton écran, si c'était possible. Ah oui, bien sûr. OK. Normalement, stop share, voilà. Parfait. Ouais, en fait, j'ai perdu le fil. Oui, en fait, je pense que c'est aussi vrai dans l'édition scientifique, c'est-à-dire que les résultats négatifs sont très peu publiés. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les biais de publication, en fait, des travaux scientifiques. Je pense que oui, le fait de communiquer à grands coups de succès scientifique sans montrer les dizaines d'années qui sont parfois nécessaires pour arriver à ce résultat-là. Des fois, on a l'impression qu'il faut chercher 2 mois pour trouver un médicament. Or, c'est l'accumulation de 25 années de recherche, de ce qu'on appelle en mauvais français les progrès incrémentaux, mais ça, on n'en rend jamais compte dans les médias. Donc, encore une fois, je pense vraiment que d'expliquer cette démarche, d'expliquer les échecs, d'expliquer comment est-ce que les chercheurs arrivent finalement parfois à avoir un médicament une fois sur 1 million. Je pense qu'il faut, et c'est ce qu'on essaye de faire un peu dans notre magazine, c'est de montrer justement tout ce qui est en arrière de la scène juste médiatique, de dire une étude a montré que ça va plus loin que ça, mais c'est difficile, puis ça prend du temps, puis il faut que les journalistes soient mieux formés, en fait, que les journalistes soient mieux formés à ça, à mieux comprendre ce qu'est la recherche, à mieux chercher aussi dans les bases de données. Donc, il y a tout un travail d'éducation générale à faire, je pense, sur ce qu'est la recherche. Effectivement. On aura plusieurs questions là, qui viennent de notre auditoire virtuel. Lucille Pain. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que vous disiez, c'est lorsque vous avez déposé une plainte et que vous avez fait l'objet d'intimidation. On a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, quel que soit le domaine, que ce soit en sciences ou n'importe quoi, avec une façon de faire qui est qui revient souvent. Il y a une isolation, une intimidation de la personne. Et ensuite, il y a, on enjolive un peu, on met beaucoup en avant le travail des personnes qui sont remises en question. Et est-ce que vous, en tant que journaliste scientifique, vous avez du support ou des formations pour faire face à ce genre de choses qui sont quand même très graves, qui peuvent avoir des conséquences qui sont quand même importantes? Oui, merci pour cette question. Je pense qu'en fait, on a tous découvert que ce soit... Moi je n'avais jamais été sujette à ça parce que j'écrivais assez peu sur des sujets polarisants, même si... Bon, en tout cas, c'était moins polarisant avant. Et je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs également qui ont fait l'objet d'intimidation. Je pense à ceux qui étaient souvent dans les médias et qui ont été également agressés. Caroline Coage, à un moment, qui a dû se retirer... Alex Carignan, en tout cas, beaucoup ont vécu ça aussi, alors qu'ils étaient vus au début un peu comme les héros qui arrivaient avec la science, on comptait là-dessus, puis au fur et à mesure, il y a eu cette espèce de perte de confiance, et là, ça devenait les boucs émissaires, donc il y a eu vraiment une sorte de shift. Et puis les journalistes, je pense que tout le monde a vécu une violence, puis je ne suis vraiment pas la pire là, je sais que ceux qui travaillent dans les fausses nouvelles, c'est catastrophique, avec des menaces de mort, avec vraiment des trucs très très violents, et je pense qu'on est face à quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que la violence s'est démocratisée, c'est normal maintenant de commenter et d'agresser les gens ou d'envoyer des messages, c'est devenu quelque chose de très, je ne dis pas que c'est normal, mais de très banalisé. Et alors, les médias font face à ça, c'est un peu nouveau. Donc, il y a du soutien. Je sais que Radio-Canada, ils ont plus de soutien. Moi, je suis dans une toute petite structure.
Donc, j'en ai pas eu tant que ça, mais par contre, j'ai eu beaucoup de soutien extérieur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui m'ont écrit, des chercheurs, des médecins qui m'ont dit, mais voilà, enfin, et je pense que pour moi, je l'ai bien vécu finalement parce que j'ai eu énormément d'amour, beaucoup plus que de haine, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau avec lequel on doit composer, et je pense que ça peut nous réfréner, pardon, aussi par exemple, moi, j'ai moins envie maintenant d'écrire sur les vaccins, par exemple, parce que je sais que systématiquement, si j'écris sur les vaccins, je vais me faire insulter à un moment ou à un autre du processus. Et donc, voilà, on ne se censure pas, mais c'est sûr qu'il y a des thèmes sur lesquels moi, je suis moins motivée, ça, c'est évident. Bah, merci beaucoup et bravo en tout cas. Ah, merci. Docteur Lemarie? Oui. Je pense que votre microphone est fermé. Je ne sais pas si je peux. Docteur Lemarie, votre microphone est fermé, on ne vous entend pas. Oui, excusez-moi. Écoutez, merci beaucoup pour votre exposé. Et je disais que vous pouvez retirer le mot Québec au Canada et mettre le mot France, et votre exposé passera comme une lettre à la poste. C'est strictement le même contexte, au mot près. Là où je trouve qu'il faut tout de même être très vigilant, c'est, vous avez parlé de Raoult pour ne pas le nommer, actuellement, à quoi assiste-t-on en France? Il y a eu un appel dans la presse à rétablir la guillotine pour les scientifiques qui ont préconisé le vaccin, etc., etc. On en est à préconiser le rétablissement de la guillotine. Hein, premier point. Le deuxième point, fin avril, il y a un gros congrès à Marseille avec tous les complotistes du monde entier autour de Raoult pour dénoncer toute la désinformation, le vaccin qui n'a servi finalement à rien. La preuve, c'est que l'épidémie chute d'elle-même, vaccin ou pas. En gros, c'est ça la conclusion. La justification, c'est qu'il faut une pluralité de l'information et par conséquent, il faut donner la parole à tout le monde. Très bien. Donc, et là, je pense qu'il faut... Enfin, j'ai des amis qui sont, et dans notre groupe que citait Yves Tremblay tout à l'heure, il y a des plaintes qui sont déposées de plus en plus, et les tribunaux commencent à faire leur travail parce qu'il y a des limites à tout. Et c'est peut-être difficile d'informer le grand public, mais quand en plus vous avez affaire à des scientifiques de renom qui font de la fausse information, c'est intolérable. Et là, il faut être intransigeant. Et je pense qu'il faudra l'être beaucoup plus la prochaine fois, parce qu'il y aura sans doute une prochaine fois. Merci. Et je pense, je rajoute très rapidement, je pense que ça fait énormément de tort, en fait, parce que pour le grand public, c'est une caution, en fait. Voilà, Raoult se présente comme le plus grand infectiologue du monde. Il a signé une quantité d'articles complètement délirants. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que ce qu'il avance, est contestable sur le plan scientifique, au-delà du personnage, au-delà de... Vraiment, si on se concentre sur le plan de la méthodologie, parce que son idée n'était pas forcément mauvaise au début de la pandémie, mais c'est très difficile parce que, si vous voulez, voilà, c'est un peu de... On est qui, en fait, pour contester la parole du plus grand infectiologue au monde? Et puis, c'est pour ça que je pense que c'est important que les scientifiques s'expriment, parce que plus il y a de voix scientifiques qui vont dans le même sens et qui disent ben non, les essais cliniques, ils n'ont pas montré que l'hydroxychloroquine fonctionnait, donc stop, plus ces gens-là prennent la place, plus on a cette impression de masse contre finalement les gens qui crient très fort, mais qui sont scientifiquement isolés. Et ça a fait un tort énorme à l'information scientifique, ce genre de personnage. Il resterait une dernière question, celle de Sophie Aubin. Vous pouvez ouvrir votre micro, Sophie?
je peux lire, je pense qu'elle l'a posté, elle dit « Pensez-vous que pour contrer ceux qui font des fausses nouvelles, il faudrait plus de Justin Trudeau ?» Non, je pense que c'est pas Justin Trudeau, je vois un YouTuber, ou de pharmaciens dans les différents médias pour que les gens puissent se faire une meilleure opinion. Moi, je pense que plus on est nombreux à diffuser de l'information scientifique de qualité, mieux c'est. Et plus on investit différentes plateformes, et plus, si ça marche sur TikTok, très bien. Je pense qu'il faut qu'il y ait une multiplicité des voix, en fait, parce que, en fait, pour une histoire très simple, c'est que si cet espace-là n'est pas occupé, eh ben, il est occupé par la désinformation. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est important de débunker et de passer autant de temps à démentir les fausses nouvelles. C'est que si ça n'est pas fait, les fausses nouvelles prennent toute la place et les gens qui sont un peu indécis, ben, quand ils cherchent de l'information, ils trouvent que les fausses nouvelles, ils ne trouvent pas le fameux débunkage de la fausse nouvelle. Donc, il faut investir l'espace. Même si ça prend beaucoup d'efforts, c'est extrêmement long de démonter une vidéo, par exemple, remplie de fausses nouvelles ou un documentaire comme Hold Up ou ce genre de truc. C'est extrêmement pénible, c'est fastidieux. Mais si on ne le fait pas, eh ben, l'espace est vide et il se remplit de désinformation. Donc oui, il faut qu'il y ait plus de monde, c'est sûr. Ben, merci infiniment, Marine, et merci à tous ceux qui ont posé des questions. Ça a été vraiment très, très, très intéressant et on va certainement collaborer avec toi. Et merci pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir. Merci. Oui. Pardon? Ah, vous avez une autre question pour elle? Oui. Ah, flûte. Oui, oui, il y a une autre question. Désolé. Venez. C'est pas une question, c'est plus un merci. OK. C'est plus un commentaire. Merci beaucoup pour cette présentation, Marie. C'était vraiment super, super intéressant. Moi, c'est des questions qui me travaillent aussi énormément depuis un certain nombre de mois. Là. Puis, je pense qu'une des choses qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, c'est que tous ces réseaux de désinformation, etc., en fait, ils sont extrêmement bien structurés. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, notamment sur Réinfo Covid en France, qui démontrent qu'à la base, c'est vraiment un conglomérat qui politiquement n'est pas neutre. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Il y a une politisation de ces questions et ils ont investi le domaine de la pandémie, mais avec des objectifs qui ne sont pas uniquement scientifiques, qui sont politiques. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'il faut qu'entre scientifiques, on soit conscient de ça. Et puis, je suis d'accord aussi, on a des outils internes tu sais, au Québec, on a aussi des scientifiques qui sont dans cette mouvance. Je ne vais pas citer de nom, là. Il y en a peut-être qui les connaissent, mais on a des outils internes dans nos universités pour porter plainte. Il ne faut pas hésiter à les utiliser, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'assistance ou en virtuel qui voudrait continuer de poser des questions à Marine? Parfait. Bien, merci infiniment, Marine. On a pris un peu de retard, donc on va terminer cette belle journée de symposium. Je vais inviter M. Michel Bachand, qui a été le juge, parce qu'on est au moment de présenter la personne qui a la lauréate ou le lauréat de présentation. Tu peux venir de ce côté-ci. Les présentations étudiantes de ce matin. Ici. Bon. Alors, nous avons conféré. Hein? Oui, je vais alors, ça a été d'abord très difficile parce que les présentations ont été toutes excellentes. Puis, donc, en fait, idéalement, on aurait peut-être voulu donner la meilleure note maximale. Pardon, c'est la broche qui est accrochée dans mon champ. On aurait voulu donner la note maximale à tout le monde, mais ce n'est pas possible. Alors, le choix du jury, donc Marion, moi, puis une autre dame que je connais, qui était en distanciel, en virtuel, je ne sais pas ici.
le choix se porte sur... Là, je vais faire mon petit effet. Ah non, je sais pas, je faisais un petit effet quand j'étais prof de secondaire. Je faisais un petit roulement de tambour. J'avais mon TBI, puis j'avais un tableau, le vieux tableau, puis il y avait une barre en aluminium, puis je faisais un petit roulement de tambour. Genre, je ne peux pas le faire, ça ne sent pas. Roulement de tambour. Un peu de suspense. Et, oh mon Dieu, je vais être capable de lire le nom. Ah, j'ai-tu mes bonnes lunettes? Plaisir. Alors, la première lettre, c'est un A du prénom. Je veux dire la deuxième, N. Bon, on va y aller, OK, Andrea. Alors, où est-ce qu'elle est? On va falloir dire quelques mots. Oh là là. Ah ouais. Ben, il fallait en choisir une. Sinon, on aurait choisi tout le monde. Vous êtes tous bons. Les autres, hein, félicitations aussi. C'est pas après les conditions, tout le monde peut se gagner. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je redis, j'étais vraiment contente de faire cet exercice-là. J'ai l'impression que, en tout cas, c'était nouveau. Ça changeait des exposés oraux habituels, puis aussi des genre ma thèse en 80 secondes. C'était comme un entre-deux assez intéressant à faire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bravo. Dans l'ensemble, tout était très bien. Puis, c'est mon côté prof de secondaire qui ressort. Je spot toujours des fautes d'orthographe. Puis, mes élèves étaient très bons là-dedans. C'est une affaire dans laquelle ils excellaient, c'est des fautes d'orthographe. Ils étaient super. Tu sais, des fois, on fait une faute avec les 3-4 mots. Il y en a qui en font avec les 2 mots. J'ai eu des élèves, des fois, il y avait 3 fautes dans le même mot. C'était pas pire. D'orthographe, il faut le faire. Je l'ai repéré dans quelques-unes des présentations, des petites fautes, c'est pas bien grave, puis j'enlève pas de point là-dessus, je vous dis, je ne suis pas jugé là-dessus, mais je veux juste vous le signaler comme ça, je les remarque, des petits S qui manquent des accords, puis je le sais parce que moi-même, je l'ai fait des tonnes de PowerPoint, puis ça m'est arrivé de faire des erreurs, puis tu ne les vois pas, puis quand tu es à l'écran, la lettre est gros de même, tu vois, bien reste, ça arrive. Je veux juste vous le dire comme ça, parce que vous aurez plusieurs d'entre vous à faire des présentations de nombreuses fois dans votre vie. Juste surveiller les petites fautes d'orthographe. Si vous avez de la misère en français, trouvez-vous un collègue, un chum, quelqu'un qui est bon en français, puis ça va. Tout va aller très bien. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler qu'il va y avoir un quiz public aussi, donc les présentations vont être sur notre site web, puis vous pourrez voter, là, vous aurez tous les détails. Et je pense que ça termine un peu notre symposium. Philippe, tu voulais peut-être dire un mot? Ou, Parfait. Donc, ça va être à la prochaine fois dans ce cas-là. Et merci beaucoup de vous être déplacés. Ça a été très agréable de vous revoir tous.